Bonsoir à tous, ici Philippe et aujourd'hui je vais faire comme dans cette précédente vidéo et vous proposer une petite compilation d'anecdotes sur le sport moto et auto. Je rappelle que vous pouvez retrouver la plupart de ces anecdotes sur ma page Instagram où elles sont présentées sous la forme de mini-vidéos de moins d'1 minute. Mais j'ai encore une fois décidé de les compiler afin de vous les proposer sur YouTube, comme ça jamais vous me suivez pas sur l'autre réseau, vous perdez pas une miette de mon contenu. En plus dans cette vidéo j'ai rajouté une anecdote bonus que personne n'a encore vue et j'ai aussi adapté le format des autres anecdotes à YouTube, ainsi que modifié 2-3 trucs, comme ça je vous propose vraiment quelque chose de qualitatif et c'est pas juste du copier-coller. Et du coup c'est parti pour quelques anecdotes en vrac sur le sport moteur. Si je vous dis que la F1 la plus rapide de l'histoire n'est ni une Mercedes, ni une Ferrari, ni même une McLaren, vous devez sérieusement me prendre pour un con. Pourtant il n'y a qu'une seule Formule 1 qui a dépassé la barre des 400 km/h et il s'agissait d'une... Honda. Utilisant un moteur un peu traficoté et un châssis modifié pour réduire l'appui, la monoplace a réussi à atteindre les 413 km/h dans le désert des Mojaves, en Californie. Mais malheureusement ce record n'est pas officiel car il n'a pas été validé par la Fédération internationale de l'automobile. Car la FIA demandait à ce que la vitesse du véhicule soit mesurée sur une moyenne d'1 mile, afin d'éviter un quelconque avantage extérieur, et pas juste à un instant T, comme c'est le cas ici. Mais ça reste malgré tout la F1 la plus rapide du monde, car en 2006 sur l'axe allé de Bonneville, elle a réussi à atteindre les 397 km/h de moyenne, donc vraiment un chouïa de la fameuse barre des 400. N'empêche que ça doit être frustrant pour Honda de passer si près d'un exploit pareil, c'est comme s'ils avaient vendu leur écurie et que d'après la voiture qu'ils avaient développée remportait les 2 championnats. Ça serait con, hein. Lors de la saison 1987 de Formule 1, l'écurie Tyrrell a totalement écrasé le championnat, remportant pas moins de 11 courses et permettant à Jonathan Palmer de devenir facilement champion du monde. Et si vous êtes en train de vous dire que je suis totalement con d'avoir dit ça et que c'est pas vrai du tout, vous avez à moitié raison. Car pour la seule et unique fois de l'histoire de la Formule 1, le championnat a été divisé en 2 catégories. Une normale regroupant tous les engagés et une autre destinée uniquement aux voitures à moteur atmosphérique, c'est-à-dire qui ne sont pas équipées de turbo. Le but était d'encourager les écuries à se tourner vers une motorisation dénuée de turbo, car les dirigeants du championnat voulaient petit à petit se débarrasser des moteurs suralimentés, jugés beaucoup trop dangereux à cause de leur puissance pouvant atteindre les 1000 chevaux. Mais cette initiative n'a absolument pas marché, et seules 5 petites écuries étaient éligibles à cette compétition alternative. Et vu que Tyrrell était la seule écurie un minimum potable dans le tas, c'est pas étonnant qu'ils aient remporté le titre constructeur et le titre pilote de cette ersatz de championnat. Maintenant, je sais pas s'ils sont vraiment fiers de leur titre, parce qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, comme Poutine lors des élections. Habile. De 1950 jusqu'à 1960, le pilote qui réalisait le meilleur tour lors d'un Grand Prix de Formule 1 obtenait un point bonus. Et même si c'est plus ou moins la même règle aujourd'hui, il y a quand même un truc qui a changé énormément, c'est le chronométrage. Ouais, c'est une horloge. Elle est cool, non? Car si de nos jours on a des systèmes ultra performants permettant de calculer tout au millième près, dans les 50s c'était souvent juste un pélé avec une petite montre de merde qui notait les chronos des pilotes à chaque passage. Et sur les horloges normales, y a pas moyen de voir les centièmes ou les dixièmes, donc ils devaient arrondir les temps à la seconde près, ce qui est quand même vachement embêtant. Et c'est ainsi que lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 1954, on s'est retrouvé avec 7 pilotes ayant fait le même meilleur tour. Et plutôt que d'octroyer un point chacun, les organisateurs ont décidé de couper la poire en 7 et de donner 0,14 points à chaque pilote. Finir les 24 heures du Mans, c'est déjà pas mal. Terminer sur le podium, c'est carrément génial. Et remporter l'épreuve, c'est tout bonnement incroyable. Mais alors remporter l'épreuve en totale gueule de bois et sans avoir dormi pendant 48 heures, c'est... Duncan Hamilton et Tony Rolt. Alors que les deux loustics se préparaient normalement pour la classique Mansell de 1953 au volant de leur magnifique Jaguar Type C, les organisateurs ont décidé de les exclure de l'événement à cause d'une bête erreur de leur équipe, à laquelle ils y sont en plus pour rien. En gros, l'écurie Jaguar engageait 3 voitures. La numéro 19 de Peter Whitehead et Ian Stewart, la numéro 18 de nos 2 gaillards, et la numéro 17 de Stirling Moss et Peter Walker. Et pendant les essais libres, Moss a modifié un réglage sur sa voiture et a demandé à ce qu'on le teste, vu que c'est quand même le but des essais. Jaguar a donc envoyé la voiture de réserve faire quelques tours avec un des pilotes d'essai, ce qui était jadis parfaitement normal. J'ai dit jadis, je suis officiellement un vieux schnock. Mais en envoyant cet engin en piste, il y a eu un petit couac. Car cette voiture portait le numéro 18, soit le même que l'équipage d'Hamilton et Rolt, et malheureusement, ça interdit qu'il y ait 2 fois le même numéro en même temps sur la piste. Et malgré le fait que ce soit que des essais et que tout le monde se fout d'une erreur pareille, les dirigeants de l'épreuve ont décidé d'appliquer le règlement à la lettre et d'exclure les véhicules incriminés. Et étant donné que les officiels étaient réputés pour avoir une grosse baguette dans le cul, on pensait que c'était vraiment fini pour nos 2 pauvres Anglais.
Totalement désespérés, nos deux compères ont donc décidé d'aller noyer leur chagrin dans un bar où ils se sont démolis la gueule toute la nuit à coups de grosses pintes de bière. Mais le lendemain à 10h du mat, donc le jour de la course, un des responsables de chez Jaguar est venu les trouver alors qu'ils étaient totalement torchés pour leur dire que les organisateurs avaient changé leur décision et donc ils étaient admis au départ. Et malgré leur taux d'alcoolémie proche d'un Kimi Räikkönen au Gala FIA de 2018, les deux compères réalisèrent une course fantastique, combattant leur cuite à coups de grosses tasses de café lors des ravitaillements, pour finalement franchir la ligne d'arrivée en vainqueur avec près de 4 tours d'avance. Retenez ça les enfants, boire ou conduire, il faut choisir, sauf si c'est pour gagner les 24 heures du Mans. C'est le pire conseil de l'histoire des conseils. La course du Dakar a toujours été un merveilleux endroit pour voir plein de trucs improbables tenter de rallier l'arrivée, comme des Citroën 2 chevaux ou des Renault 4L. Mais alors quand Jean-François Piot, alors responsable des relations publiques et de la compétition chez Piaggio, a décidé d'engager 4 Vespa lors de l'édition de 1980, certains ont pensé qu'il allait peut-être un petit peu trop loin. Pourtant le bonhomme était très sérieux, et 4 pilotes assez expérimentés ont été recrutés pour mener à bien le projet, avec un objectif clair, finir la course. Et pour aider ces 4 courageux pilotes dans leur périple, 5 Land Rover ont été dépêchés pour leur prêter assistance. Parce que ouais bon, faut pas exagérer, faut quand même aller les aider, c'est pas des motos de course, c'est des Vespa. Et malgré tous les soucis qui ont jalonné la course de ces 4 loustiques, 2 d'entre eux ont réussi à finir. Même s'ils sont arrivés un peu trop tard pour être classés, mais bon, c'est déjà pas mal. N'empêche qu'ils ont tout mon respect, parce que pour traverser le désert avec un scooter de citadin, franchement, faut le faire. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous voulez plus d'explications sur un truc en particulier. Franchement, ça me ferait super plaisir de vous répondre. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter autre chose si vous voulez, à vous abonner et surtout à partager la vidéo, à en parler autour de vous. Franchement, ça me ferait super plaisir aussi. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!